La télé, mais t'as l'habitude. Ah, le plateau de télé. Donc, s'il vous plaît, on va s'installer. Eh bien, merci d'être là. Bienvenue dans notre One Method Summit. Donc, avant de vous magnétiser sur ce sujet des illusions de la transformation, je vais laisser la parole à Joël, qui est directeur général de Konix Consulting TI, Transformation et Innovation, tout ça, qui va faire le point sur les progrès qu'on a fait cette année, en 2017. Oui, bonjour, je vais prendre 5 minutes avant d'entamer le tour d'illusion que va nous faire Dominique. Rapidement, Konix Consulting, on est contributeur, on est membre du Praxem Institute depuis ses débuts, donc depuis 2006. Et puis depuis 3 ans, à notre petite échelle, puisqu'on est un petit groupe, on représente 200 personnes, à notre petite échelle, on contribue à la méthode à travers ce qu'on a appelé le chantier PX Data. On a déjà publié un guide sur la politique de la donnée, rédaction à procéder pour définir une politique de la donnée. Et puis cette année, de par notre positionnement, puisqu'on a dans nos offres, on a une grosse offre data et une offre cybersécurité. Et cette année, avec l'arrivée du RGPD, donc je pense que vous connaissez tous le RGPD, j'en dis un mot, 99 articles qui concernent tous les citoyens européens, qui concernent leur ombre numérique, toutes les traces numériques que les citoyens européens laissent partout dans tous les services qu'ils peuvent utiliser, quelle que soit l'entreprise dans le monde. Donc ce n'est pas réservé aux entreprises européennes, mais c'est réservé aux entreprises, aux citoyens européens. Et donc toutes les entreprises résidents européens, oui, et toutes les entreprises qui manipulent ces données-là ont le devoir d'appliquer le règlement général pour la protection des données à partir de mai 2018. Et donc dans ce règlement, les 99 articles, il y a tout un ensemble de volets, bien sûr, sur la donnée, sur la sécurité. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un problème transverse. Et ce qu'on constate, nous, chez nos clients, et dans toutes les démarches qu'on peut faire de prospection, de vente, d'avant-vente, de mission sur ce thème-là, c'est un projet à l'échelle de l'entreprise qui concerne le juridique, la sécurité, les acteurs métiers, le marketing, pourquoi pas, les gens qui travaillent qui ont déjà un rôle sur la donnée, comme les data stewards, les chief data officers, le COMEX, parce qu'au niveau des pénalités et des amendes, on change de dimension. On passe de 150 000 € maximum par rapport à ce qu'il existe actuellement sur la loi numérique qui date maintenant un peu et que la CNIL fait appliquer, et on passe à 4% du chiffre d'affaires mondial ou à 20 millions d'euros. Donc on change de dimension. Donc tous ces acteurs-là, ce dont on se rend compte, c'est qu'ils n'arrivent pas à s'accorder. On a même vu, moi j'ai assisté à des batailles, des réunions avec 12 personnes où personne parlait le même vocabulaire, avait le même discours, les mêmes ambitions, les mêmes intentions. Les juristes disaient c'est notre affaire, on va modifier les mentions légales, ça suffira. Le DSI disait mais attention, des données, il y en a partout, on en envoie à nos partenaires. Le RSSI disait attention, moi il me faut 72 heures maintenant en cas de brèche de sécurité pour signaler de quelles données sont concernées, mais moi je les connais pas. Les gens du marketing surtout faisaient l'autruche en disant nous de toute façon les données personnelles on les utilise tous les jours, donc venez pas nous embêter avec vos histoires. Et donc il faut coordonner tout ça, il faut coordonner tous ces acteurs, les orchestrer. Et donc pour orchestrer ces acteurs-là, on s'est rendu compte qu'une approche méthodologique avec un cadre de référence, une topologie de l'entreprise telle que l'offre Praxem était intéressante pour fédérer, écrire une partition, ce qu'on appelait la partition du RGPD, de façon à dire que quand on définit les objectifs, tout le monde se met d'accord sur les objectifs à travers l'aspect intentionnel. Après, sur l'aspect sémantique qui va porter la définition des données, de quelles données personnelles on parle, là aussi on utilise les procédés Praxem. Après, au niveau pragmatique, donc tous les processus liés à la gestion des données personnelles, on va les décrire à travers cet aspect-là. Ça doit être après aligné sur l'aspect logistique et l'aspect logique, physique,
avec les problématiques de flux, d'échange de données à l'international. Et donc, on se rend compte que la topologie qu'offre Praxem était un excellent support pour pouvoir fédérer, poser toutes les bonnes questions et que chacun ait une vision d'ensemble très simple, à travers ce repère, de toute la problématique à l'échelle de l'entreprise de déploiement du RGPD. Donc, on a l'ambition d'en faire un support collaboratif entre tous ces acteurs-là. Donc, on teste, on l'éprouve, et on a écrit un position paper donc, sur ce sujet-là, qu'on a publié la semaine dernière, Dominique, c'est ça? Ouais, la semaine dernière, et qui décrit un peu cette volonté. Alors, c'est un position paper un peu dense, il fait une 20aine de pages, on va assez loin dans la description de ce qu'on veut faire. Et en 2018, on va outiller tout ça. Voilà, continuer à outiller tout ça. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur position paper. Alors, sous-jacent, bien sûr, à cette démarche-là, le RGPD, et ça, on pourra en parler aussi par ailleurs, c'est un cheval de Troie sur toutes les problématiques, une problématique très difficile à l'échelle de l'entreprise, parce qu'on est toujours à l'échelle de l'entreprise, qui est la problématique de data gouvernance. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'on a enfin un levier réglementaire très fort qui nous permet de sensibiliser les gens, plus que de les sensibiliser, d'aller dans des actions concrètes sur cette data gouvernance. Donc le position paper, et avec les outils Praxem aussi, on espère que ça va être un levier pour tout ce qui est déploiement de la gouvernance des données. Voilà. Dominique, à toi. Merci beaucoup, Joël. Mon petit gadget. Bien, donc on va s'attaquer aux illusions de la transformation. Un des sujets liés à ça également, ce sera le manque de compétences. Alors, il ne s'agit pas d'être négatif. La transformation est un thème particulièrement vital pour nos sociétés, pour nos entreprises. Simplement, je pense qu'on a toujours, et dans Praxem on a l'habitude d'avoir toujours une position critique pour trouver les idées, elle est nécessaire. Ce sera l'essentiel du message de cette conférence. Alors, on va reconnaître, il faut reconnaître le pouvoir transformation de la parole, mais les mots s'usent. Un exemple de pouvoir de transformation, attention, on parle de prestidigitation, regardez bien, la parole, ça peut mener parfois assez loin. Et là, je ne suis pas du tout critique, je veux dire que la parole est mobilisatrice dans la société comme dans les entreprises. Raison de plus pour en user à bon escient. Et le thème de cette conférence, donc le côté illusion, c'est que peut-être que de temps en temps, on abuse des termes, et ça peut représenter des dangers. Le premier danger étant qu'on risque de manquer des opportunités de transformation, justement. Une petite légende pour cette présentation. Donc, sous cette forme-là, apparaîtront des messages, disons que je veux neutre, pour résumer le contenu, alors que sous ce format-là, ce sera des avertissements polémiques qui, j'espère, nourriront le débat auquel nous nous livrerons tout de suite après. Donc je vais m'arrêter, et si ce n'est pas le cas, vous m'arrêterez, on avait dit à 6h moins le quart, pour qu'ensuite on enchaîne sur 3/4 d'heure de débat avant le cocktail pour ceux qui veulent bien rester, qui le peuvent. La transformation, d'abord, on va commencer à la Praxem, on va commencer par des définitions. En ce qui concerne la motivation, là il faut renvoyer un texte qui est un peu à côté de la méthodologie Praxem, qui initialement nourrissait une opération de communication à destination des hiérarchies, des dirigeants d'entreprises ou d'organisations, c'est l'Enterprise Transformation Manifesto. Donc je rappelle, c'est un tout petit texte, comme généralement c'est le cas pour les manifestes, et un texte qui se veut un peu le bréviaire de la transformation. Donc qui résume, l'idée était de prendre dans la bouche des dirigeants les grands termes qu'ils utilisent, dont la transformation, bien sûr, l'innovation, la convergence, et de pousser la réflexion juste un cran plus loin,
avec l'idée, bien sûr, qu'on les poussait dans la direction de cette prise de conscience. Il nous faut, comme l'évoquait Joël, il nous faut un cadre pour bien travailler. En l'absence d'un cadre, eh bien, on gaspille. Et ça, je pense que les premiers à être conscients de ça dans les entreprises, ce sont les patrons. Et depuis longtemps, je dis que le premier client d'une méthodologie de transformation d'entreprise, comme Praxem, ça devrait être le PDG. La motivation est exprimée dans ce petit papier. La définition, alors quand vous avez besoin d'une définition d'ordre méthodologique, il y a un endroit pour ça, où on les concentre, c'est sur le wiki. Ah oui, mais ça ne marche pas mon pointeur sur les écrans modernes. Là. Moi, il faudra revenir aux transparents. Donc la définition qu'on vous propose, c'est... On peut imaginer plein de définitions de la transformation. En fait, le terme renvoie à des tas de notions. Là, la notion qui nous intéresse, c'est la transformation. La notion dans nos contextes professionnels, hein, ça va de soi. Donc on va le définir en tant qu'ensemble d'activités qu'on oppose aux opérations, hein, la dichotomie est classique, et donc des activités qui définissent ou modifient, on l'espère, l'entreprise et ses composantes. Alors, on est dans une situation culturelle où se transformer, c'est perçu comme une évidence. Le besoin d'adaptation d'une entreprise ou d'une administration, d'ailleurs, à un environnement changeant, il est, je pense, totalement répandu. Presque trop, parce que c'est justement à partir de là qu'on va se mettre à utiliser ce terme transformation à tort et à travers. Le moindre projet informatique sera présenté comme un projet de transformation. Bon. Alors il peut l'être, mais à condition de respecter un paquet de conditions, ce qui n'est pas toujours le cas. Et ce qu'il faut dire également, c'est que, vous voyez, la transformation, le terme transformation a fini par se substituer quasiment complètement au terme changement. Il n'y a pas une grosse différence dans les notions. Simplement, le terme changement, qu'on a traîné pendant une décennie ou deux, s'est chargé de connotations qui n'étaient pas toutes positives. Et c'est, au bout d'un moment, le terme est tellement alourdi par ces connotations qu'on ne peut plus l'utiliser. On en a vu disparaître comme ça, comme rationalisation, optimisation, des termes qui finissent par sentir le soufre, hein, certaines fois. Je ne voudrais pas qu'il arrive la même chose au terme transformation. C'est la motivation de cette conférence. Ce qu'il faut avoir aussi présent à l'esprit, c'est que la transformation ou le changement, on n'a pas le droit d'être contre. Hein, il y a une espèce d'injonction culturelle. C'est forcément, en tout cas dans la culture occidentale, le changement, c'est nécessaire. Mais personne n'aime ça. Voilà. C'est tout le problème. Et il faut vraiment être conscient des résistances. On le vit bien à travers nos projets. Quand on parle d'accompagnement du changement, on sait bien que c'est pour lutter contre tous les obstacles naturels qui se présentent sur la trajectoire. Là, ce qui me préoccupe particulièrement, ce sont ce qu'on peut appeler les manipulations langagières. On a une tendance, j'adore cette expression, se payer de mots. On a une tendance effectivement à se payer de mots, c'est-à-dire qu'on va mettre un terme comme transformation, innovation sur tout ce que l'on fait. Un terme qu'on aime bien aussi, c'est stratégie. Tout le monde fait de la stratégie dans l'entreprise. Mais c'est pas parce qu'on utilise le terme que l'acte sera effectif, ni même la motivation sincère. Donc les injonctions culturelles, j'en parlais, ça crée je dirais, ça entraîne de la censure dans l'entreprise. Les résistances psychologiques, on les connaît tous. Hein. Dans notre contexte d'intervention, dans nos contextes d'intervention, je pense qu'on doit être assez sensible à ces phénomènes linguistiques qui cachent eux-mêmes des phénomènes psychologiques. Ça fait partie de notre réalité. Quand on est dans un vrai programme de transformation, on va se heurter à cette réalité
je dirais presque psychanalytique parfois. Donc il faut en être conscient. Et malheureusement, le langage qui devrait être l'outil, un peu notre lanterne pour jeter de la lumière dans tout ça, eh bien, du fait des abus, il devient une source de confusion. C'est pour ça d'ailleurs que dans notre méthodologie, il y a un volet important sur la terminologie. Je pense que la terminologie, ça fait partie des outils dans notre mallette d'ingénierie. Un petit gadget, vous voyez, les mots montez votre start-up, vous le reconnaissez. J'ai trouvé ça dans une revue qui a été publiée pendant la semaine du handicap. Et la personne dans son fauteuil qui répond vous savez, j'ai déjà du mal à monter les escaliers. D'ailleurs, pourquoi il faudrait monter une start-up? C'est marrant, on ne crée plus d'entreprise, on ne crée que des start-up. Et vu le taux de survie des start-up, il y a de quoi s'inquiéter finalement. Bien, maintenant, je vais illustrer mon propos sur quelque chose de plus concret. Vous avez là une caricature de nos systèmes informatiques tels qu'on les trouve un peu partout. D'ailleurs, je suis assez généreux quand je parle de système. Hein? Ah oui, il est un peu simple celui-là. Oui, oui. Parce que pour avoir un système, on parle de système artificiel, là, hein, pour avoir un système, il faut déjà commencer par faire des plans, pour avoir une chance de les construire. Or, les systèmes existants, en fait, n'ont jamais commencé par un plan. Il n'y a jamais eu d'effort de conception d'ensemble a priori. On a fait des projets après des projets, on a créé une application, puis une autre, etc. Donc, en fait, on n'a pas des systèmes d'information. On a plutôt des bric-à-brac d'applications. Ce qui apparaît immédiatement dès qu'on se met a posteriori à cartographier ces situations. Alors, bon, c'est la situation un peu partout. Par là-dessus, évidemment, on a les silos. Alors, il faudra faire toute une théorie sur les silos. Les silos que l'on trouve dans nos systèmes techniques reflètent ceux de l'organisation. Ça, c'est la loi de Conway. Hein, les systèmes techniques reflètent les structures des systèmes qui les construisent. On a d'ailleurs, je pense à François Dupuy, par exemple, sociologue français, qui a une très bonne analyse du phénomène des silos au sens organisationnel. Il est de bon ton de les dénoncer, mais tout le monde est ravi d'être dans son silo. Ah, on est entre soi, les comptables parlent aux comptables, ils se racontent des histoires de comptables, et tout va très bien. Alors, ça c'est notre point de départ. Et c'est là qu'apparaît la magie, c'est que plutôt que de se relever les manches et d'attaquer cette situation, on va faire quelque chose de apparemment plus simple, c'est que on va considérer ça comme une boîte noire. Donc, pour que ce soit correct, on va pas parler de boîte noire, on va pas parler de bric-à-brac. On va dire que c'est un core banking system, un core machin système, c'est mieux dit comme ça. Et puis, on ne connaît pas beaucoup d'initiatives de refonte volontariste des systèmes informatiques. Ça existe, hein. Enfin, c'est mineur. Alors, ça nous connaît bien, Pierre Bonnet qui est là. On a fait ça à la SMA BTP. Il y a eu sur le marché français quelques exemples. Enfin, c'est quand même une minorité. Et c'est pas parce qu'on ne sait pas faire techniquement. C'est parce que pour y arriver, eh bien, il faut une volonté, il faut affronter des risques, il faut mobiliser les gens. Et tout ça, c'est compliqué. Alors, aujourd'hui, on a une baguette magique qui est très efficace. C'est que quand on a quelque chose de nouveau à faire dans les données qui sont là-dedans, plutôt que de restructurer, eh bien, on va les extraire. Donc, on va déverser tout ça dans un data lake. Technologie que je n'ai pas critiquée, puisque ça rend parfaitement, ça rend de nouveaux services, donc ça c'est très bien. Là où ça devient un peu suspect, c'est quand, par exemple, pour réaliser une synthèse client, c'est marrant, c'est un sujet que j'ai toujours connu dans ma carrière. Donc en 20 ans, 30 ans, on se dit, on n'avance pas tant que ça. Hein.
Et donc la synthèse client, par exemple, ou l'analyse des opportunités commerciales, ou l'exploitation des contacts, bon, donc des sujets très concrets qui sont liés aux données, notamment à des données personnelles, ça c'est certain, mais qui sont quelque part là-dedans, elles y sont. Elles y sont même trop. Redondance. C'est pour ça qu'on n'y arrive pas. Alors, au lieu de restructurer tout ça, de remettre tout d'équerre, ben non, on extrait. Et la synthèse client, par exemple, je vais la tirer du data lake pour ensuite la réinjecter sur l'écran de l'opérationnel, donc de l'agent à la banque. Voilà. Alors, bon, ça marche, hein. Ça marche. L'étonnant, c'est qu'on trouve des budgets pour ça, et sans problème. En fait, c'est pas étonnant, c'est parce que Data Lake, Adobe, on va dire Big Data, etc. Tout ça, ça rentre. Alors nous, on le perçoit comme des composants techniques, hein, plus ou moins maîtrisés, mais ça alimente aussi une mythologie qui affecte les décideurs. Et sous l'étiquette, alors là, transformation, on va dire digitale. Alors je le dis avec 3 guillemets de chaque côté. D'ailleurs, je suis très content d'avoir découvert récemment dans le livre de Gérard Berry, qui est professeur au Collège de France, le livre qui s'intitule L'hyperpuissance de l'informatique. C'est marrant, hein, informatique, on entend plus souvent. Hein. Bon, et donc justement, il a un discours là-dessus. Il dit, pas pourquoi on utiliserait le mot digital. En français, on va dire numérique. En français, digital, ça existe. Hein. C'est une fleur et elle est plutôt toxique. L'étymologie, c'est le droit. Voilà. Alors, bon, on appelle les choses comme on veut, mais là, il y aurait une vraie enquête à mener aussi sur la prise de décision. C'est-à-dire que quand une entreprise s'engage sur ce genre de formule, on en a pour des millions. Et donc, quand on déclenche un investissement comme celui-là, ben, on s'attend à une prise de décision totalement rationnelle. Ben, je pense, je subodore, qu'en fait de rationalité, une partie significative des décisions de cette portée-là sont fondées sur de purs préjugés. Et parfois sur l'intoxication par les médias, par la culture ambiante. C'est une mythologie qu'il y a derrière aussi. Donc voilà, ça c'est de l'illusionnisme. Alors encore une fois, hein, je ne suis pas du tout là pour critiquer les solutions techniques. Les solutions techniques, comme toute technique, vont rendre des services, mais en même temps, elles rendront des services à condition qu'on les rentre dans une politique parfaitement rationnelle et maîtrisée. Et c'est ça que c'est là-dessus que je porte le questionnement. Alors, et puis, alors, faut pas oublier une chose, hein, c'est-à-dire que à chaque fois, ça peut être un exemple de solution de facilité. On en a connu d'autres par le passé. On nous en inventera sans doute encore de nouvelles. Mais l'expérience montre que quand on adopte une solution de facilité, eh bien, finalement, ça aboutit à compliquer les choses, au final. C'est parce que, justement, on s'est toujours précipité sur la solution la plus simple, la plus immédiate, apparemment la plus facile, eh bien, qu'on s'est retrouvé dans la situation de systèmes branlants qui ne demandent qu'à s'effondrer sous leur propre poids. Et puis, donc, un petit message, évitons d'engloutir notre argent dans le data lake. Alors, pourquoi ce type de décision, bon, irrationnelle, c'est peut-être un peu brutal, mais dont on peut questionner en tout cas la rationalité, pourquoi ce type de décision est possible? J'ai déjà évoqué le mythe. On est imprégné de mythologie, on ne s'en aperçoit pas. Hein. On a l'habitude de critiquer la mythologie des anciens, de ceux qui précèdent, depuis l'Antiquité. Eh bien, il faut se dire que l'homme moderne vit avec sa propre mythologie aussi. Et c'est intéressant d'aller creuser ça parce que c'est un peu la limite de notre rationalité. Alors, on a la chance aujourd'hui, ça a commencé avec le principe de la rationalité limitée, Simons, hein, si mes souvenirs sont bons. Le dernier prix Nobel d'économie a été accordé à Richard
tout à l'heure, plus son nom en tête. Enfin, je pense à Daniel Kahneman qui travaille sur les mêmes sujets, donc qui vous prouve, qui vous démontre les biais cognitifs. C'est ça le grand sujet. Ces biais cognitifs, ils sont à l'œuvre en permanence, pas seulement chez nos dirigeants, chez nous aussi. Faut pas oublier. Vous ajoutez par là-dessus une espèce de culte à la simplicité qui devient du simplisme, sur des questions techniques, mais pas seulement sur des questions techniques. Je pense par exemple à la modélisation des processus. C'est un endroit où on voit à l'œuvre aussi tous ces effets pervers. Il y a parfois une revendication de simplicité qui va totalement à l'encontre de la réalité et des besoins des entreprises. Alors, tous ces travers alimentent ce qu'on pourrait appeler l'ingéniaiserie. Parce que les décisions apparaissent techniques, rationnelles, des décisions d'ingénieurs, mais en fait, si elles ne sont pas totalement maîtrisées, totalement conscientes et rationnelles, elles aboutissent à des bêtises. Voilà. Ce qui est grave quand même. Une tentative de définition de ce concept d'ingéniaiserie, on peut dire que c'est un optimisme exagéré quant aux capacités de la technologie à résoudre nos problèmes. Alors ça n'est pas d'aujourd'hui. Il y a une longue tradition. On peut évoquer le saint-simonisme, par exemple, au XIXe siècle, sans doute très présent dans la culture occidentale. Et c'est fondé aussi sur une espèce de naïveté épistémologique. C'est-à-dire, le coup, j'ai un problème, s'il est bien posé, j'en fais une équation, j'aurai la solution. Ça marche, mais pour des réalités très simples. C'est-à-dire des réalités dont on a expurgé des tas de dimensions, ce qui n'est pas possible dans une entreprise. Alors oui, on pourrait en faire un slogan, no brain, no pain, hein, pour vivre heureux, vivons idiots. Alors je sors du domaine de la technique, là je vous montre, c'est un exemple réel, hein, je fais beaucoup de revues de processus métiers, et c'est pas rare qu'on vous apporte, quelle que soit la notation, un processus, ligne droite, bien linéaire, évidemment. Alors Dieu merci, même quand ce sont des processus qui peuvent être décrits depuis des années et comme des processus prescrits, genre manuel qualité, mode opératoire, etc. Dieu merci, les gens de terrain ne se comportent pas strictement selon les processus décrits. Sinon on le saurait, puisque l'économie s'arrêterait tout de suite. Alors il y a même, ça c'est plus grave, il y a aussi un simplisme qui est revendiqué. C'est pas rare d'avoir en face de soi des consultants spécialistes des processus qui vont vous dire « Ah mais leur outil de travail c'est PowerPoint, hein, bien sûr, et il ne faut pas faire plus compliqué pour décrire le processus que le PowerPoint. Sinon, et ils n'ont pas tort, sinon on ne sera pas compris. » Alors ils n'ont pas tort, mais le problème c'est qu'ils confondent deux choses. Il y a un moment pour la communication, où là, le PowerPoint est l'outil, d'ailleurs, il est fait que pour ça, il ne faut pas l'oublier, mais ça ne doit pas se faire au détriment de la description de la réalité. Donc vous avez besoin d'un modèle. On ne peut pas s'arrêter à cet argument, faisons simple pour être compris. D'accord ? Ça contribue aux illusions de la transformation. Et je vous assure que si on est sérieux avec la transformation, eh bien, on a intérêt, au niveau métier, à utiliser des formalismes. Bon, en matière de processus, on en a un qui est très puissant, c'est BPMN, Business Process Model and Notation. Dès que vous utilisez ça, mais dans le style BPMN, hein, parce que ça c'est fait en BPMN aussi, hein. Mais c'est pas le style. C'est-à-dire qu'il faut, vous allez secouer votre processus, vous allez prévoir les cas critiques, les perturbations, les aléas, et évidemment, on va sortir de cette belle ligne bien tracée. La vraie vie, ça n'a jamais été ça. Donc, il vous faut les deux. Il vous faut l'outil de modélisation, et l'outil de modélisation, bien utilisé, devient un outil de transformation, à supposer qu'on le maîtrise, etc.
Vous avez une petite une illustration en bas. Ça, c'est tiré d'un livre blanc d'un éditeur de solutions BPMN, justement, avec un moteur derrière, avec un événement initial, un événement final, quasiment pas d'événement au milieu, beaucoup d'activités qui, en fait, ont un contenu uniquement technique. Le sujet, c'est la réclamation d'un client. Et bien là, le client, vous ne voyez pas les échanges avec le client, alors que les interactions entre l'entreprise et l'extérieur, c'est ça qui est critique. C'est par ça qu'on devrait commencer. Et à droite, vous avez sur le même sujet, là, du BPMN bien utilisé. Le client, c'est cette boîte-là. Les interactions, on en fait le bilan tout de suite. Hein, c'est les flots de messages qui traversent. Bon, petit exemple en passant, juste pour vous montrer que mes grandes théories, je fais des grandes théories parce qu'on n'a que... D'ailleurs, j'ai plus de temps. Ah si, 5 minutes encore. Mais derrière... ah oui, c'est vrai. Oui, ça, c'est ça qui était inquiétant. Ouais. Voilà. Alors, on nous parle aussi, la transformation évoque un autre terme, mais j'ai l'impression qu'il est en train de refluer, c'est l'innovation. L'innovation, malheureusement, est souvent interprétée ou réduite à son aspect technique. D'ailleurs, pour la transformation, c'est presque toujours la transformation numérique ou digitale. Alors, ça existe, hein, bien sûr. Et on peut même dire que la technologie, c'est à partir de la technologie, dans certains cas, qu'on va réinventer un métier. Ce qui est une attitude assez délicate. Mais il ne faudrait pas oublier les autres dimensions de la transformation et de l'innovation. Et notamment au niveau des organisations, on a encore des gisements d'innovation avec ou sans la technologie, mais rien que de regarder comment fonctionne une administration, une entreprise, on a à notre disposition des théories dans les sciences humaines, des modes d'organisation à réinventer, une distribution du travail à mieux redéfinir. Voilà, ça, ce serait de l'innovation organisationnelle. Plus fort, c'est l'innovation conceptuelle. On en a des exemples d'innovation conceptuelle dans l'économie. Des acteurs qui, traditionnellement, fabriquaient des produits, se mettent à vendre des services, accompagnant le produit. Puis on verra aussi le contraire. Bon, ça, c'est de l'innovation. Alors, on va parler d'innovation conceptuelle. Et là, en termes de méthode, eh bien, l'innovation conceptuelle, son terrain de jeu, c'est l'aspect sémantique de l'entreprise. Reconstruire, modéliser différemment un catalogue de l'offre, la proposition de valeur de l'entreprise, un arrangement différent entre produits, services, offres, etc. Il y a de quoi apporter des innovations conceptuelles. Puis en fait, en y pensant, l'innovation, eh bien, c'est un acte qui est possible dans n'importe lequel des aspects du système entreprise. Donc, pour ceux qui connaissent, tout le monde connaît ce petit schéma-là. Voilà, donc c'est la forme esthétique de la topologie du système entreprise, le cadre de représentation que propose Praxem. Pour réussir la transformation, il va falloir des acteurs, et des acteurs qui portent des compétences. On vous propose ici un petit schéma qui a déjà été souvent présenté. C'est une mise en ordre des différentes disciplines de la transformation. Le point important, c'est l'étagement entre un niveau global qui devrait être... la portée globale, c'est l'entreprise prise dans son ensemble. L'entreprise, ça peut être un groupe, ça peut être, parfois elle n'existe même pas. Hein. Je pense à l'État. L'État n'existe pas. On a un ensemble d'administrations qui sont fort peu coordonnées. D'ailleurs, vous en apercevez quand vous avez un besoin. Vous adressez à une administration, il faut aller chercher vous-même les papiers dans d'autres administrations. C'est-à-dire que la charge de la coordination, elle retombe sur vous. Pardon ? Elle est externalisée, oui, dans un sens, oui. Voilà, tout ça, ça va dans le bon sens. Il y a des initiatives qui vont dans le bon sens. D'accord, mais ces initiatives, si on observe ce qui s'est passé ces 10 dernières années, elles ont plutôt tendance à s'arrêter à la plateforme Internet.
je n'ai pas eu vent de réorganisation significative entre les administrations. Des tas d'anecdotes là-dessus. Alors, disons, si on peut encore faire confiance aux termes, quand on parle d'architecture d'entreprise, c'est l'entreprise dans son ensemble qu'on décide de penser, on cherche sa structure idéale, etc. C'est ce que devrait être l'architecture d'entreprise. Bon, en pratique, on sait bien que 100% des certifiés TOGAF sont dans une DSI. Et ils voient jamais, enfin, s'ils voient leur DSI, c'est déjà pas mal, mais ils verront jamais ni le DG ni le PDG. Donc, ils font pas ce travail-là. Ce travail-là, il devrait être en relation directe et dans les deux sens avec la conception stratégique. Bon, en dessous, vous avez une bifurcation parce qu'il faut quand même respecter les limitations psychologiques, cognitives de l'être humain. Donc d'un côté le métier, de l'autre côté l'informatique, avec une ramification que je ne vais pas détailler. Cette discipline. Alors, et ensuite, on arrive au niveau local, le niveau des projets. Et le seul finalement où on intervient. Je veux dire, l'essentiel des investissements, il est à ce niveau-là, parfois sans vraie vision au niveau entreprise. Et c'est le meilleur moyen de gaspiller, bien sûr, et de créer des incohérences et de repartir pour un cycle. Donc ça, c'est une approche des disciplines de conception. Il faut dire deux mots, puisqu'on parle de compétences, il faut dire deux mots de la formation. Alors là, j'ai trouvé, je cite la source, c'est un rapport de la DAR, je ne sais plus ce que c'est. Vous avez, ça commence en 1999 jusqu'à 2011-2012, et ce que vous voyez là, la courbe, c'est le nombre de jours moyens de formation d'un individu. Et ça descend, ça descend, ça descend. Globalement, le volume augmente, mais la formation individuelle descend. Alors on s'en aperçoit très bien sur des sujets comme, donc, j'ai cité BPMN. BPMN, les formations que vous trouvez sur le marché, c'est de l'ordre de 2-3 jours. Vous avez des clients qui vont dire « Oh, bah, moi, BPMN, je vais prendre que la palette de niveau 1 ». Ils ne savent pas quelles sont les conséquences, mais ce sera moins cher. Bon. Donc, prenez les formations UML, on va dire 2-3 jours, allez, 4 jours. Comparons ça à l'effort de formation que l'on mettait du temps de Meurize, où là, on comptait en semaines. Pour moi, ça, c'est une métrique totalement objective qui est assez révélatrice de l'effort que l'on fait pour fabriquer des compétences. Alors là, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est la modélisation, hein, évidemment. Et on est obligé de constater qu'il y a une régression des compétences de modélisation qui s'explique par une décroissance de l'investissement sur ces sujets-là. Un jour, il faudra aussi faire l'analyse complète de ces phénomènes. Pourquoi les patrons ne s'intéressent pas à la méthode, alors que dans les années 80, vous n'aurez pas laissé faire un projet sans méthode. Il faudra aller les chercher, ces raisons. Elles sont pleines de... Alors maintenant, quand je vous ai brossé un portrait bien négatif, on va faire des propositions. Alors comment avancer? Eh bien, il y a sans doute besoin, si on veut vraiment entrer dans une culture de la transformation, et on le doit, hein, penser à l'état de la planète, eh bien... on ne pourra pas faire l'économie d'un vrai changement culturel. Et ça va se montrer, il va falloir mettre en place une nouvelle dynamique. Je parle d'entreprise transopérationnelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas limiter la transformation à concevoir une nouvelle version, j'allais dire statique, de l'entreprise. Non, il faut bâtir une entreprise qui, en même temps qu'elle opère, qu'elle fonctionne, est capable de se transformer. Donc pour ça, elle a besoin d'agilité. On a des solutions, dont des solutions techniques pour garantir cette agilité. Il va falloir aussi de nouvelles attitudes. Je vous ai montré sur ce schéma des disciplines, là, il y avait un petit détail, le management. Cette fois-ci, le management au sens opérationnel, le middle management si vous voulez.
on va le placer avec un pied dans les opérations, c'est leur fonction, c'est leur définition, mais également un pied dans la transformation. C'est-à-dire ce sont les acteurs qui, dans l'entreprise, sont les mieux placés pour détecter les opportunités de transformation, d'amélioration, et les faire remonter. Mais ça ne va pas se faire spontanément. Il va falloir mettre en place une nouvelle culture pour arriver à ça. On vous propose, il y a 2 outils dans Praxem pour recenser les compétences. Le problème des compétences, c'est que très vite, on fige la réflexion sur des réflexes corporatistes. L'architecture d'entreprise est un très bel exemple. C'est quelque chose qui n'existait pas il y a 20 ans, qui s'est créé, qui s'est constitué, mais donc aux États-Unis, hein, en tant qu'association d'architectes d'entreprise qui ont décidé de valoriser cette étiquette et qui voient le reste de l'entreprise de leur point de vue. C'est marrant de comparer d'ailleurs des définitions de la business architecture données dans TOGAF ou données ailleurs. On sent qu'il n'y a pas de pensée globale. Hein. Donc on ne peut pas laisser définir les compétences nécessaires de l'intérieur de chaque corporation. C'est comme si vous demandez à l'intérieur de chaque silo fonctionnel ce qu'est l'entreprise. Pour le comptable, l'entreprise, c'est un bilan comptable. C'est pas les processus, c'est pas les produits, c'est pas les clients. Donc le moyen de se sortir de ce défaut, c'est de partir de l'entreprise elle-même. Qu'est-ce qu'elle est? On vous répond en termes d'aspect. On peut répondre en termes plus précis, hein, mais ça, c'est déjà le premier niveau. Et ensuite, une fois qu'on a identifié tout ce qu'il y a à faire dans l'entreprise, tout ce qu'il y a à dire et à transformer, eh bien, là, on peut revenir vers l'humain en se demandant qui est le mieux placé pour assumer un modèle sémantique, une décision stratégique, etc. Et ça vous donne une distribution, on peut dire, statique des compétences. Il faut compléter ça. Au-delà des compétences, il faut parler des attitudes. Un exemple, c'est, puisque j'ai évoqué les processus, quelqu'un qui maîtrise BPMN dans l'aspect pragmatique, c'est là qu'on le place. Eh bien, on ne sait pas encore comment il va se comporter. Ça ne suffit pas. Il peut avoir son certificat si on veut, mais on ne sait pas comment il va contribuer à l'entreprise. En fait, il faut savoir si on le place en tant qu'observateur de l'entreprise, donc là ce sera un analyste, ou s'il a la fibre pour réinventer, proposer, s'il a une sensibilité à la sociologie des entreprises, etc. Et là, on en fera un concepteur. D'accord ? Donc, du point de vue visible, du livrable, ce sera la même notation, le même type de modèle, mais du point de vue du contenu, ça n'aura rien à voir. On passe de l'analyse à la conception. Donc pour réfléchir à ces notions d'attitude, on vous propose là plusieurs outils. Vous retrouvez la roue de Deming, Plan, Do, Check, Act, ou un modèle ternaire, conception, analyse, conception, exécution, où on aurait pu imposer aussi là-dessus un modèle binaire, transformation versus opération. Et en se positionnant là-dessus, là c'est presque une précision psychologique. Vous avez des gens qui vont être très inconfortables dans la projection vers le futur, donc dans la transformation, et puis l'inverse. Pour aller au-delà, on est dans une conférence sur Praxem, hein, donc il faut quand même dire 2 mots des modèles. Les modèles, par rapport à notre sujet de la transformation, il ne faut pas les voir comme des contraintes, ce sont des guides. D'autant plus et d'autant mieux que ces modèles ont fait l'objet d'une capitalisation sur à peu près 2 décennies. Notamment, on sait, la méthode vous propose sur l'aspect sémantique une architecture générique. Eh bien, utiliser cette architecture générique comme point de départ, on n'est pas obligé de l'adopter telle qu'elle, on peut changer les termes, hein, il y a des termes qui font peur d'ailleurs là-dedans, comme réalité par exemple. Mais l'utiliser, c'est une aide pour s'arracher à la perception quotidienne que l'on a de l'entreprise. Et donc, c'est un stimulant pour la transformation. Là, je surimpose un schéma qui est la nouvelle chaîne de valeur, ou la chaîne de valeur bouclée. Vous connaissez la chaîne de valeur de Michael Porter, donc bien linéaire. Justement, il ne faut plus raisonner dans ces termes-là. Il faut s'arranger pour
généraliser le feedback, les boucles de rétroaction, partout où c'est possible, où ça fait sens dans l'entreprise. Et ça vous donne donc une nouvelle chaîne de valeur bouclée où une plainte, enfin une réclamation exprimée au service après-vente arrive directement sur le bureau du directeur marketing ou à la R&D, etc. C'est la transformation là, on voit ce que ça pourrait donner. Et c'est sur les autres aspects, donc plus techniques, on a des architectures logiques génériques et des définitions de services, de modèles de données, de modèles d'échange génériques. Et également au niveau plus technique, récemment, donc c'était pas cette année, l'année d'avant, on est arrivé à quelque chose qu'on cherchait depuis fort longtemps, notamment du temps de Sun Microsystems, c'est la thématique technique. Je ne sais pas si vous vous souvenez on appelait ça la liste canonique de la négociation logique technique, qui était une appellation très vendeuse, hein, comme vous imaginez. Voilà. Donc ces modèles, vraiment, il faut les voir. Alors, c'est une contrainte quand on doit les faire, c'est un investissement, etc. Mais encore une fois, si on veut être sérieux avec la transformation, de toute façon, il faudra bien arriver à ce niveau de détail. Et en s'appuyant sur un corpus qui a été accumulé, eh bien, ça va être une source d'innovation. Alors, il reste une question à traiter, c'est que faire des êtres humains ? C'est marrant parce que j'avais une réunion avec mon expert comptable il n'y a pas longtemps. Il sortait du colloque des experts comptables, des gens qui réfléchissent aussi, et il me disait que dans le courant intelligence artificielle, ça les préoccupe, et il me dit alors je lui dis oui, il va falloir convertir vos comptables, vous avez encore un peu de temps. Il dit, non, dans 3 ans il n'y aura plus de comptables. Je ne sais pas s'il disait ça pour me faire plaisir. Donc c'est pour dire que, en fait, beaucoup de métiers commencent à y réfléchir et je pense que beaucoup de métiers seront touchés. Alors évidemment, les êtres humains, on va essayer de les sauver, s'ils ne se détruisent pas eux-mêmes avant. On trouvera toujours des choses à faire. Évidemment, on va laisser de côté tout ce qui est un peu tâche ingrate, bête. La question, c'est quels sont les types d'activités qui ne pourront être confiées qu'à des êtres humains. Actuellement, j'en vois 2. Il y a les compétences relationnelles et les compétences transformationnelles. Compétences relationnelles, c'est l'hôtesse d'accueil, c'est l'infirmière, nous, dans nos métiers, c'est pas mal d'avoir quelques compétences relationnelles. Et ensuite, les compétences transformationnelles. Alors, je ne vais pas dire qu'elles s'excluent mutuellement, mais je pense quand même qu'il y a une espèce d'opposition psychologique entre les deux. Le transformateur, c'est un contemplatif. Il y a plus de chances pour que ce soit un contemplatif. Ce qui ne va pas très bien avec le côté extraverti du consultant relationnel PowerPoint, consultant à bouclette. Alors, oui, il est temps que je m'arrête. Donc, pour aller plus loin, alors, là, je vous présente l'architecture, une architecture de formation construite à partir de notre socle, la topologie du système entreprise. Donc, vous retrouvez les aspects. L'idéal, évidemment, c'est d'avoir une formation par aspect dans l'entreprise. C'est ce qu'on avait monté avec Pierre à la SMA BTP. Et bon, ça marchait très bien, évidemment, dans une entreprise qui a adopté ce cadre de représentation. Alors, il existe une formation complètement dédiée à la modélisation sémantique. Ensuite, on a une formation SOA qui est essentiellement sur la conception logique. J'ai oublié une petite précision. Vous avez le cercle, à l'intérieur, c'est la conception, à l'extérieur, c'est l'architecture. Les 2 niveaux, architecture, la globalité, la conception, le détail. Le cours SOA, lui, mord sur les 2. On parle des 2. Vous avez un cours BPM, un cours BPMN au niveau de la conception pragmatique.
il y aurait d'autres choses à dire. Et puis, on a, certains d'entre vous l'ont suivi, c'est le cours Business Architecture and Transformation, qui est là beaucoup plus large, qui est juste au niveau de l'architecture, sur tous les aspects métiers, sémantiques, pragmatiques et géographiques, et puis pas mal sur l'intentionnel. Donc tout ça, ça existe. Il existe aussi, c'est pareil, Emmanuel l'avait suivi, le cours Compétences Praxem, qui est une formation certifiante, où là, on aborde tous ces sujets-là, plus des thèmes transverses, on va dire, hein, des thèmes de la transformation. Et alors je vous propose d'ailleurs une nouvelle chose, là, ExecView, la synthèse pour décideurs. Ah mince, oui, 2018. Ah ouais, comme quoi je suis un audio réactionnaire quand même, je me trahis toujours. Donc ExecView, la synthèse pour décideurs, l'usage de cette action formation, c'est le démarrage des programmes de transformation. Donc vous coincez 2-3 décideurs en atelier, vous posez le cadre, déjà ça les aide bien, et puis on commence à réfléchir. Et alors en 2-3 heures, ils restent sur leur faim, évidemment, donc après ça redémarre. Et là, je vous le propose en une journée, limité à 4 personnes, pour avoir le contenu complet, et vous repartez avec les PowerPoint même, hein, pas seulement les PDF, mais les PowerPoint. Et puis, par rapport à la modélisation des processus, j'ai programmé en février un cours de 3 jours, que j'ai rodé depuis quelques années, hein, sur BPMN. Et je vous assure que vous le découvrez comme jamais vous auriez osé l'imaginer. Et cette bête notation standard devient un véritable outil de transformation. Donc, en conclusion, on a de quoi dissiper les illusions et revenir à la véritable inspiration de la transformation, à ce que devrait être la transformation. Tout ça en évitant l'exubérance irrationnelle, comme on dit en économie, hein, pour parler des bulles qui finissent toujours par éclater. Ce sera ma conclusion. Enfin, non, ma conclusion, ce sera make the method strong enough. Merci de votre attention. Et maintenant, donc, on va pouvoir débattre. Tu vas pouvoir enregistrer le débat aussi ? Oui ? Donc, dans ce cas, on fait circuler. Merci à tous. Comment ? Je voulais dire. Je vous présente le mage, Joël. Ah bah c'est super, oui, très bien. Et j'ai un lien, d'accord. Une question toute simple, c'est par rapport au discours qui aurait été tenu il y a 40 ans, en fait, à part la technologie, qu'est-ce qui a évolué? C'est un peu provocateur, évidemment. Hein. Je revaudrais ça. Alors, oui, qu'est-ce qui a évolué à part la technologie? Bon, la technologie, c'est évident, hein, c'est sûr. Enfin, encore, est-ce que ce qu'on appelle des évolutions sont si fondamentales que ça? Je pense disons, on a tendance à survaloriser le dernier gadget qui est sorti. Bon, ça ne change pas forcément à chaque fois les choses. Alors, il y a des tas d'autres choses qui ont évolué. La conception des organisations a évolué. Peut-être pas la conception telle qu'on la voit à l'œuvre dans l'entreprise, mais la compréhension des organisations.
Il faut regarder dans les sciences humaines, on a des savoirs mais très concrets, très précis. Il suffit de puiser à pleine main là-dedans pour enrichir nos pratiques dans les entreprises. Donc ça, c'est un élément qui a changé. Un autre élément qui a changé, j'ai évoqué les travaux sur les biais cognitifs. Donc c'est comme ça qu'on le dit maintenant. Alors, en fait, la tradition remonte à Socrate, il ne faut pas parler de Montaigne, plein d'autres. Hein. Mais aujourd'hui, vous voyez, on a 2 prix Nobel d'économie sur ces travaux-là. Donc il y a une prise de conscience de... disons, il y a de quoi dégonfler les baudruches au sommet des processus de décision. On a toujours l'impression que c'est rationnel. Non, c'est faux. Et on le démontre. Est-ce que vous voyez d'autres choses qui auraient changé? Oui. Une chose qui a changé, je pense que c'est les relations entre les employés et l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a 40 ans, les personnes restaient toute leur vie dans l'entreprise et l'entreprise prenait beaucoup en charge la vie de l'employé. Il y avait des maisons d'ouvriers, il y avait beaucoup de choses comme ça qui accompagnaient la personne même en dehors de son entreprise. On le voit encore un peu à l'armée ou chez EDF, etc. Donc dans des vieilles organisations. Maintenant, les choses ont beaucoup changé et l'employé est plus vu comme quelque chose dont il faut extraire un maximum de valeur. Et puis dès qu'on veut s'en séparer, on s'en sépare. Du coup, le rapport aussi de l'employé à son entreprise a beaucoup changé. Et vu qu'on n'a pas de garantie de rester, on va s'investir forcément moins puisque l'investissement qu'on va faire, de toute façon, n'aura pas de récompense. Parce que si on est viré, qu'on soit bon ou pas bon, on sera viré de toute manière. Donc le rapport qu'on a avec l'entreprise n'est pas le même. Et du coup aussi, eh bien, on va pouvoir aussi s'en détacher beaucoup plus vite. Parce qu'on sait que l'entreprise se détachera de nous très facilement. Donc nous aussi, on s'en prépare psychologiquement. Et donc on est capable de partir aussi très vite. Et donc ça, c'est aussi un changement de mentalité, un changement des hommes. Les gens ne voient pas le travail de la même manière et le rapport entre la personne et le groupe. Parce que ça, c'est une chose qui me préoccupe beaucoup. C'est la même logique que si l'intérêt du collectif par rapport à l'intérêt individuel est maintenant complètement décorrélé. C'est-à-dire que l'entreprise peut se casser la figure. À partir du moment où moi, je continue à vivre, ça va. Et ça a beaucoup d'impact sur la transformation d'entreprise. Parce qu'un projet peut se casser la figure, un projet de dizaines de millions d'euros peut se casser la figure. Si moi, j'en suis pas tenu personnellement responsable, eh ben, c'est très bien. Ça va très bien. Parce que moi, dans ma carrière, j'ai aucun impact. Donc, j'en ai rien à faire. Il y a même un discours extrémiste par rapport à ce que tu dis. C'est qu'il y a des gens qui considèrent qu'on ne peut plus transformer l'entreprise. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de start-up. Donc, voilà. Et donc, on sort l'innovation de l'entreprise avec des modèles de start-up internes ou des modèles de start-up externes ou je ne sais quoi. Et on a rencontré un certain nombre de dirigeants qui nous ont dit, oui, non, de toute façon, la transformation, on y renonce et on part sur des logiques de start-up. Voilà, donc peut-être la prolifération. Alors, ça a un intérêt par rapport à ce que tu dis sur l'attrait par rapport aux collaborateurs. Hein, mais hélas, le discours ne va pas dans ce sens-là, puisqu'on dit, et on pose la question, est-ce que les collaborateurs vont pouvoir s'investir dans ces startups-là? Et à la limite, la réponse est quasiment négative. Ils sont trop imprégnés de l'entreprise, donc il faut prendre des gens de l'extérieur en plus. Donc, je pense que ton discours va bien dans ce sens-là aussi. Et de la précarisation. Merci. J'ai une question, c'est par rapport à votre expérience, vous êtes tous un peu plus âgés que moi, excusez-moi, c'est par rapport à ce que vous avez connu, disons, avant l'explosion du numérique. Est-ce que vous pensez qu'il y a une dissociation entre l'acquisition de connaissances et la méthodologie pour acquérir cette connaissance aujourd'hui? C'est-à-dire qu'on peut avoir des connaissances sans méthode, parce qu'on peut aller sur Wikipédia ou sur n'importe quel site et... Donc, avec cette connaissance, on peut travailler ou s'en débrouiller. Je vois beaucoup ça, par exemple, dans la programmation où n'importe qui quasiment peut programmer sans savoir développer et sans avoir forcément la méthodologie qui permet de réfléchir à comment on exploite la connaissance, d'ailleurs. Oui, où je veux venir? Je veux répondre. Qui veut répondre? Donc, moi qui suis un peu plus âgé que toi, en fait, il y avait un système de tutorisation. Hein. C'est-à-dire que
effectivement, je suis rentré dans une entreprise, sur le tas, j'ai appris beaucoup, mais grâce à des personnes qui étaient là pour en fait me faire progresser. Hein, voilà. Et donc, bon, ben ça existe de moins en moins en fait. Hein, voilà. Une des raisons pour lesquelles ça a disparu, c'est que y a des cassures générationnelles. Je pense que ça arrive souvent dans nos discussions qu'on se mette à décrire le profil de l'informaticien junior, qui pour nous n'est pas un informaticien, c'est un programmeur. Hein ? Et alors nous aussi on a été programmeurs, mais il y avait une continuité. On était programmeurs pour devenir concepteur, pour devenir chef de projet. Alors que si vous êtes face à une population pour qui l'informatique c'est Java ou c'est des applications sur smartphone et qu'on voit pas le reste et que le reste n'intéresse pas, on leur parlera jamais de modèle, on leur parlera jamais de ce qu'on considère nous comme des bonnes pratiques. On va peut-être revenir au débat de la formation parce que, donc pareil, je suis plus vieux que toi. Et donc, moi, j'ai ingurgité plusieurs mois de Meurize, plusieurs années d'algorithmie en tant qu'informaticien, qui, dans les jeunes recrues qu'on essaye d'attirer pour faire du développement agile, mobile, etc., quand on pose des questions, encore naïvement, hein, est-ce que vous avez une souche algorithmique connue, etc., ça devient une exception, quoi. Alors l'aspect méthodologie, j'en parle pas. Donc il y a peut-être une des questions à se poser aussi avec les gens qui assurent des formations, les parcours pédagogiques. Je sais pas comment ça se construit par rapport à ça. Hein. Oui, ce que je voulais dire, c'est que effectivement aujourd'hui, en fait, on revient un peu au même système, c'est que la technologie a tellement avancé, c'est tellement facile. Enfin, aujourd'hui, développer un site web, effectivement, tu vas chercher un langage quelconque sur Internet, tu lis quelques pages, tu prends les exemples et tu arrives à faire, à monter un site web ou n'importe quoi d'autre en très peu de temps. Donc, on a aujourd'hui une technologie, alors que à notre époque, quand on était jeune, pour ne serait-ce qu'arriver à faire un simple écran en mode caractère, etc. Il fallait des jours de programmation pour y arriver, quoi. Donc aujourd'hui, la technologie facilite tellement ça avec les frameworks, etc., que produire du code aujourd'hui, n'importe quelle personne qui a un QI supérieur à 20 arrive à le faire, quoi. Donc, du coup, il n'y a pas besoin, il n'y a plus besoin de méthodologie, il n'y a pas besoin d'algorithmie, etc. On est capable de produire du code avec un minimum de connaissances. Donc ça, je pense que alors je ne sais pas effectivement, revenir à la formation, je ne sais pas j'ai du mal à comprendre ce que les écoles enseignent aujourd'hui dans les entreprises, à leurs étudiants, mais on a probablement abandonné toute cette couche-là de conception, de méthodologie, d'algorithmie, etc. Et que les ingénieurs qui sortent des écoles aujourd'hui, c'est des techniciens, mais ils ne savent pas forcément concevoir, analyser et concevoir, et ils apprennent ça moins bien que probablement nous à notre époque. Et la pédagogie, la didactique, on devrait dire. Mettons si on monte un cours sur un langage de programmation, un cours technique, les travaux pratiques, on les a tout de suite. Il n'y a pas besoin d'attendre une heure de concept. On programme sa première ligne, print hello world, et puis on voit quelque chose. Un cours de conception, là, la question, c'est pas les travaux pratiques, c'est plutôt what the world. Et c'est une autre dimension. Et pour arriver aux travaux pratiques, en fait, il vous faut 3 jours de concept. On n'est pas du tout dans la même situation pour passer les choses. Donc j'imagine très bien que les concepteurs, notamment les concepteurs de cours, dans l'enseignement supérieur, ils préfèrent les premières formules. Parce que ça, on est obligé de faire le constat. Dans l'enseignement supérieur, on ne s'intéresse pas non plus aux méthodes, à peine à UML, qui n'est pas une méthode, je le rappelle. Bon, donc je ne m'attendais pas à ce qu'on rejoue la guerre des vieux et des jeunes ce soir.
Mais qu'est-ce que vous pensez de nos réponses, qui sont assez convergentes, hein, ça doit être l'âge. Bah, déjà, ça confirme ce que moi je vois en tant que jeune, enfin, en tant que curieux, disons, du monde de l'entreprise. Hein, il y avait quand même bien une autre manière de travailler avant. Et moi qui suis arrivé sur le marché du travail après les années 2000, j'ai l'impression que voilà, on est complètement dans dans une méthode, si on peut placer une méthode empirique, disant ça marche, on continue, ça marche pas, je fais autrement. Mais on n'arrive pas à penser global. J'essaye, moi je fais l'effort parce que je me pose des questions. Je dis pas que j'y arrive tout le temps, mais il y a la volonté d'eux. Par contre, parler de ça à ses collègues, c'est impossible. Enfin, oui, on me dit que je suis parché. Bon, bah, après, ça s'arrête là. Le débat, c'est éclos. Hein. Évidemment, on quitte une zone de confort et puis après, voilà. Enfin, cela dit, après, c'est aussi un problème de compétences personnelles. Moi, j'ai pas été j'ai une formation d'ingénieur électricien. J'ai pas été formé à l'informatique. Je fais de l'informatique depuis presque aussi longtemps que Dominique. Donc moi, j'ai pas eu de cours à la conception, à l'algorithmie, etc. Quoi. Mais bon, j'ai effectivement appris sur le tas. Bon, certainement un peu mieux câblé pour faire ça que pour faire d'autres choses, quoi. Donc ça s'apprend aussi sur le tas, et ça demande des capacités, des dispositions intellectuelles qu'on retrouve pas forcément partout. Hein. Moi, je travaille avec plein de gens intelligents qui sont pas capables de se projeter dans l'avenir, qui sont pas capables de concevoir un modèle. Ça veut pas dire qu'ils sont idiots et qu'ils ont un QI inférieur à 80, c'est que ils sont pas câblés pour ça, quoi. Peut-être pas câblés, mais est-ce qu'on leur laisse le temps aussi ? Parce que ce qu'on constate, c'est que ce temps de conception a pratiquement disparu dans certaines situations. Donc on fait de l'agile, on fait très vite. Oui. Alors, mais je pense que le paradigme, c'est-à-dire ça marche, on garde et on poursuit, ça marche pas, on jette. Et en fait, on est en plein dans ce paradigme-là. Enfin, toutes les startups, c'est sur ce modèle. Hein. Donc, ensuite, il y a un système qui va pouvoir s'enrichir, si ça marche. Mais est-ce qu'il y a eu une vraie conception ? Ben non. En fait, le modèle. Il n'y a pas quelqu'un qui a pensé au départ quelque chose, parce que finalement, ce quelque chose, il bouge sans arrêt. De toute façon, c'est un modèle darwinien. On part d'un point de départ, il y a 15 variantes qui s'opèrent et il n'y en a qu'une qui survit, c'est celle qui est la plus efficace, mais il n'y a personne qui a conçu l'évolution des espèces. Les espèces évoluent et c'est par les essais successifs et les échecs que finalement la bonne variante, la bonne mutation survit et le remporte. Donc les startups, c'est comme ça. Hein. C'est un modèle darwinien. Hein. Il n'y a pas besoin de concepteurs pour... C'est 14 modèles, ça fait 14 budgets jetés à la poubelle. D'accord. Moi, je voulais juste revenir sur le point qu'a soulevé monsieur sur le temps. Je pense que c'est une question assez centrale dans nos pratiques. Moi, on est sur des projets où on a très peu le temps de faire de la conception, de la modélisation, parce que ça demande, c'est une activité qui demande effectivement de prendre du recul, de réfléchir, de poser les choses. Et le modèle économique aujourd'hui, c'est faire toujours plus vite, mettre les produits sur le marché de manière toujours plus vite. Du coup, les activités de conception, modélisation, c'est vu comme un frein. Et on externalise aujourd'hui l'intelligence, c'est-à-dire qu'on va chercher à l'extérieur de l'entreprise les compétences pour faire le projet. Ce qui compte, c'est de livrer le projet à la bonne date. Moi, j'ai découvert Praxem en lisant, etc. Alors j'essaie de mettre ça en pratique, mais je résiste au mouvement en fait. Ouais, je suis dans un mode où je résiste. C'est-à-dire, j'essaie d'appliquer les concepts, mais c'est très très difficile parce que les demandes sont là, on nous sollicite, il faut livrer, il faut faire ci, il faut faire ça, et on est toujours la tête dans le guidon. Et si on fait pas un effort, ça reste sur soi. Moi, je me pose des questions sur l'avenir de
cette activité-là de concepteur, modélisateur, etc. Je me pose encore la question, est-ce que c'est compatible ou pas avec ces nouvelles façons de faire? Et là, je sais pas. Voilà. C'est bien de poser cette question, c'est une grave question. D'ailleurs, on pourrait faire un petit test, rechercher, est-ce que le mot concepteur va apparaître dans des offres d'emploi, là aujourd'hui sur Internet? Je ne pense pas qu'on va tomber sur beaucoup de fiches avec le mot concepteur. Alors, modélisateur, ça, j'en parle même pas. Mais c'est une grave question, oui. C'est tout à fait vrai, mais sauf qu'on voit quand même apparaître dans les offres d'emploi des annonces d'urbanistes, d'architectes, etc., qui posent le problème de la conception à un autre niveau, mais qui le posent quand même. Après, moi, ce que j'ai envie de ce qui vient d'être évoqué, je ne pensais pas que ça partirait comme ça. C'est un peu une vision un peu pessimiste de l'évolution des choses, ce qui est peut-être complètement justifié. Par contre, la question que je me pose, c'est cette nouvelle manière que les développeurs ont pour fabriquer des produits, pour répondre à des exigences temporelles, travailler dans l'immédiateté, etc., etc., indépendamment des impacts que ça peut avoir sur le fait qu'on va externaliser un certain nombre de nouveaux développements à travers des startups, etc., quel impact ça a sur les entreprises legacy? Est-ce que pour autant, elles marchent plus mal? Légèrement provocateur, mais je me pose la question. Quel impact ça a? Alors peut-être qu'on ne l'a pas encore vu, que l'impact il est devant nous. Peut-être qu'on va vers une grosse catastrophe informatique de partout, j'en doute. Mais je ne sais pas, la question se pose quoi. La question se pose. L'impact, en fait, on le connaît quand l'entreprise fait faillite ou qu'elle se fait racheter. Exactement. Mais on est face à une réalité complexe, et là je pense que je n'abuse pas de l'adjectif, et donc même si on avait la grille de lecture pour chercher à faire les corrélations, elle serait très difficile à faire. Hein. Le fait que, je ne sais pas, un architecte logique a mis une flèche de trop sur son schéma au moment où on a construit la solution il y a 10 ans, les conséquences elles vont arriver très 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 tard. Et jamais personne ne fera la relation entre cette conséquence et la faute originelle. Tiens, je me mets à parler comme... Il y a des tentatives quand même, Dominique, par rapport à ce que tu dis. C'est que, alors, je ne sais pas si ça va durer, mais il y a une notion de dette d'architecture qui se met en place dans des cellules d'urbanisme et cellules d'architecture. Donc, avec des efforts quand même intéressants d'audit de projet pour déterminer la dette et puis après diminuer la dette dans des roadmaps, etc. Alors je ne sais pas ce que ça va donner dans le temps. Je connaissais la dette technique, et la dette d'architecture, Oui, là ça fonctionne. Mais par rapport à ce sujet, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'entreprises qui ont des dizaines de millions d'euros à perdre de manière totalement indolore. C'est-à-dire qu'elles peuvent se permettre d'être totalement sous-optimales, et c'est pas un problème. Ouais. Il y a des entreprises qui sont en situation de monopole, il y a des entreprises qui sont en situation d'oligopole, disons qui sont 4-5 sur le marché, et donc en fait elles maîtrisent les prix, elles sont contournables, et donc l'argent va rentrer. Et donc qu'il y ait régulièrement des millions et des millions et des millions d'euros qui soient perdus tous les ans, ça n'est pas un problème. Notre rôle en tant qu'urbaniste, c'est d'optimiser, c'est d'avoir un SI qui serve au mieux le métier, mais en fait, dans beaucoup d'endroits, ça n'est pas un besoin. Et où est-ce que nous, on travaille? C'est dans les grandes entreprises. On ne travaille pas pour les PME, on ne travaille pas pour des jeunes pousses, on travaille pour des grandes entreprises où le système d'information est difficile à maîtriser. Où justement la maîtrise de la complexité est un enjeu. Mais justement, ces entreprises-là, elles se sont donné les moyens de pouvoir perdre énormément d'argent et donc de ne pas avoir besoin d'optimiser. Je te contredis sur les PME parce que les PME ont pris de plus en plus le chemin du numérique. Elles se retrouvent confrontées aux mêmes problématiques que les grandes entreprises avec des sites. Elles ont géré localement des silos. Avec un sachant, une ou deux personnes, et on retrouve alors des grosses PME qui ont plusieurs sites, des PME entre 50 et 700 millions d'euros, donc ça fait quand même des belles PME, et qui ont des problématiques identiques, parfois 500, 1000, 3000 personnes, qui ont les mêmes problématiques que des grands comptes.
Je pense... On rencontre des perversions organisationnelles à des échelles bien moindres. Je pourrais vous donner des exemples. Chez... Ah oui, mais ça ne me surprend pas. Tout à fait. Tout à fait. On a des PME de l'ordre même de 350, 500 collaborateurs, donc c'est petit. Même à cette échelle-là, il peut y avoir eu des rachats. Et donc, les entreprises, vous les reprenez 10 ans après, et chaque filiale reste avec son silo, son système informatique. Donc ça, c'est pour l'informatique. C'est-à-dire que c'est intéressant aussi la politique fusion-acquisition. Il se passe quelque chose là chez Atos là en ce moment. Je ne sais pas si vous avez lu. Hein, bon. En fait, ça... Pour répondre à la question qu'est-ce qui a changé depuis 40 ans, un des éléments qui a changé, c'est la taille de certaines entreprises. On a créé des empires monstrueux. Et même les petites, elles sont toujours partie prenante dans une fédération d'entreprises, une chaîne de valeur complexe. Ça, c'est un changement important, à la fois technique, juridique et organisationnel. Et alors, les perversions qui commencent à petite échelle, elles ne sont pas seulement au niveau informatique. Je pourrais vous citer des exemples d'entreprises de cette taille-là, PME, avec un DSI qui appartient au comité exécutif. Ça, c'est ce qui est une très bonne chose. Mais en fait, qui parle de stratégie avec directeurs généraux et qui ne s'occupe plus de la boutique. Derrière, vous avez le responsable informatique. Et lui, le responsable informatique, il rencontre des directeurs ou des sous-directeurs métiers dans un comité opérationnel. Donc une structure binaire, puis évidemment, ça passe pas forcément très bien. Et que ça existe, bon, ok, à grande échelle, c'est la solution normale. Mais de découvrir ça à toute petite échelle, c'est très grave. Et là, je rejoins entièrement Emmanuel, c'est que y a des secteurs d'activité où les gens s'habituent très bien au gaspillage. Tant qu'ils font leur marge, tout va bien. Bon, maintenant, il arrive toujours un moment où ça s'arrête. Transformer avec méthode. Oui. L'autre point qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'informatique dans l'entreprise, c'est de 2% à 6, 7, 10% grand maxi du chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc, gaspiller de l'informatique, c'est gaspiller quelques pourcents du chiffre d'affaires. Donc, les gains de productivité, ils sont pas franchement du côté de l'informatique. Les gains de productivité, ils sont dans les 90% qui sont de l'organisation. Et les gains de productivité, il y a plus que ce que disait un peu tout à l'heure Dominique, il y a beaucoup plus à gagner dans la réorganisation des entreprises, la transformation opérationnelle des entreprises, que dans le système informatique, même si on connaît tous des systèmes informatiques où il y a des gabegies, etc. La loi de Pareto dit que c'est plutôt dans les 80% qu'il faut chercher à avoir des gains que dans les 20%. Et l'informatique est toujours dans les moins que 20%. Oui, alors, je dirais, je suis d'accord avec toi. En fait, le plus grave dans le côté bricolage, brouillon, amateuriste qui touche une large partie de la communauté, c'est pas tellement le gâchis. C'est qu'une mauvaise informatique, ce sont des opportunités que l'on perd. Et ça peut être très grave pour l'entreprise. Souvent, les utilisateurs, les opérations, quand ils ont de la donnée qui n'est pas mal structurée, qui n'est pas bien architecturée, parfois, je vois des personnes, je pense qu'ils perdent la moitié de leur temps à essayer de remettre la donnée en ordre. Donc, oui, c'est un investissement informatique qui a l'air minime comme ça, mais autant d'utilisateurs. D'autres points de vue, oui. Oui. Vous m'entendez? Oui, ok. Je voulais juste revenir à ces histoires de silos. On parlait de transformation. Et
quand je travaille avec effectivement les gens qui sortent des écoles et qui ont envie de faire, ils ont envie de faire des choses. Et du coup, la question que je me posais à travers les schémas que tu avais passés, c'est est-ce que les silos, c'est pas le fruit de la méthode? Et du coup, la technique, c'est elle qui va trouver la solution pour les détruire, enfin pour faire cette fameuse transversalité. Parce qu'on voit de plus en plus les gens qui se jettent sur l'open source, c'est parce qu'il y a des forums, il y a GitHub, il y a des machins, il y a des choses comme ça. C'est-à-dire que je teste et puis après je collabore avec d'autres, je trouve des choses, etc. Et finalement j'avance comme ça. Et peut-être, je me demande si c'est conscient ou pas, c'est par opposition à ce que les anciennes générations ont laissé. J'entendais même que aujourd'hui, les systèmes propriétaires, c'est-à-dire les fameux éditeurs, les gens disent, ils nous empêchent de réfléchir, de créer. Et du coup, voilà, donc, je veux dire, ce nouvel espace libre, open source, est-ce que c'est peut-être logique que les gens y viennent? Et du coup, effectivement, on voit pas bon, c'est le truc émergent de l'iceberg, mais les méthodes, du coup, elles sont en arrière-plan. On va revenir peut-être un jour, mais... Oui, Dominique, j'ai une intervention. Donc, j'ai regardé hier la vidéo qu'a mis en ligne la Délie, c'est-à-dire ton intervention de 2015 sur le référentiel de description de l'entreprise. Et il y a un point qui était intéressant, c'était le côté de dire, on fait les modélisations initiales qu'on pourrait faire, mais on y agrège au fur et à mesure ce que va faire l'entreprise. Et notamment sur le côté d'une manière itérative, incrémentale. Ce qui est tout à fait le credo de l'agile au départ. Alors, il se peut qu'il y ait des cas où l'agilité est mal mise en œuvre et pour le coup, les gens ne réfléchissent pas. Mais fondamentalement, l'agilité, c'est aussi de se dire, on y va par petits bouts, on n'essaie pas de tout traiter d'un coup. Est-ce que finalement, mettre en place un RDE, même en mode agile, en récupérant au fur et à mesure, en prenant les bouts les uns après les autres, c'est pas aussi une manière de répondre au problème? Il n'y a pas opposition entre les démarches agiles et ce qu'on veut faire. Tu fais bien de le dire, c'est-à-dire... en fait, l'opposition, elle serait plutôt entre une approche référentielle d'architecture, vision globale, et le mode projet. C'est-à-dire, le projet, qu'il soit agile ou en cascade, c'est toujours un projet, donc avec un horizon limité, et le mode projet est un des facteurs qui a contribué au silo en informatique. Il y a d'autres facteurs, parce que les silos informatiques reproduisent les silos de l'organisation, je le disais. Mais c'est un facteur important. Maintenant, le mode projet, il a des tas de vertus, à commencer par les vertus psychologiques. On crée une équipe, on motive, on a un horizon pour lever son petit drapeau vert et dire que c'est un succès, et faire une conférence. Mais ce qu'on préconise dans une approche comme Praxem, c'est que cet investissement, c'est-à-dire dans un programme de transformation, le premier projet qu'on doit lancer, il faut un préalable, il faut au minimum le dossier d'architecture complète. Il faut avoir déjà mis en place son référentiel de description de l'entreprise, de façon à ce que le projet soit déjà, qu'on canalise toute l'énergie qu'on met dans les projets, de façon à alimenter le pot commun qu'est le référentiel de description de l'entreprise. C'était le sujet de cette conférence, si mes souvenirs sont bons. Tu vois, 2015, je m'en souviens, tu vois, je suis pas si vieux que ça quand même. Salaud. Alors, si vous voulez, on va lancer le cocktail, et puis on peut continuer de discuter. Ah oui, il y a un petit cadeau pour vous, là, c'est le position paper de Konix. Oui, tu veux dire... Vous avez à votre disposition, pour les temps de trajet de retour, le position paper imprimé. Voilà. Allez, on va tout mettre sur une table.